monde. Et on se rencontre donc pour cette conférence qui va parler de 150 ans de sionisme à Gaza. Je vous dis tout de suite, là je m'excuse, on ne va pas y arriver. 150 ans, ça ne rentre pas en une heure. J'ai essayé, donc on va faire une première partie et je pense qu'on fera une seconde partie si ça vous intéresse. En tout cas, moi je suis arrivé à ce sujet parce que c'est quelque chose d'incroyable, cette histoire de Gaza. Quand on entend parler Gaza dans les médias en Israël, alors on nous parle du Botz Azati, la boue de Gaza, qu'est-ce qu'on fout là-bas, pourquoi télé s'embourber, exactement comme on parlait à l'époque du Liban, du Sud-Liban. Mais on va voir que la réalité est très différente. Alors, je sais qu'il y a déjà eu une conférence de mon ami Manu Chibert il y a un mois à peu près sur Midrashet Yehuda. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne fais cette conférence qu'aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a 2 semaines, j'avais prévu de parler de Gaza. Mais comme j'avais vu que juste sans qu'on ait fait attention, Manu Chibert avait parlé, j'ai dit, bon, je ne peux pas faire une conférence, il faut que je vois qu'on ne parle pas de la même chose. Donc, j'ai dû d'abord écouter la conférence de Manu, après voir effectivement supprimer de ma conférence les sujets dont lui a traité. Vous allez voir que c'est très différent. Moi, ce que je veux vous parler, c'est vraiment pas Gaza, 2000 ans de présence juive à Gaza, mais ou 4000 depuis l'époque du Tanakh à Gaza, 3000 et quelques années, 3500 ans, mais moi je voudrais parler vraiment les 150 dernières années, l'époque du sionisme. Pour comprendre, il va falloir bien sûr qu'on commence un petit peu avant. Et donc je lance le share screen. Là. Bon, et bien. Donc, encore ça. Et donc, quand on parle de Gaza, dans le sionisme, bien sûr, le dernier acte sioniste d'habiter Gaza, c'était bien sûr le Gush Katif, ces villages florissants de la région de Gaza qui ont été détruits, évacués de leurs habitants juifs et détruits par le gouvernement d'Aric Sharon en 2005. Là, on voit le coucher de soleil sur la plage à Gush Katif. On nous parle de Gaza comme d'un camp de réfugiés. Alors, juste quelques images pour nous rappeler de quoi il s'agit. Vous voyez le centre commercial de Gaza. Avant les frappes de Tzal, donc je ne sais pas s'il est encore en état ou pas encore en état, mais il y avait un centre commercial de toute beauté à Gaza. La plage de Gaza, où j'avais l'habitude d'aller en vacances pendant des années. Enfin, Gush Katif, c'est la suite de cette plage-là. Et si je ne vous ai pas montré, si je ne vous ai pas prévenu qu'on va parler maintenant de Gaza, on aurait l'impression que on voit la plage de Tel Aviv avec les grands bâtiments derrière ou la plage de Bat Yam, mais en fait, il s'agit de la plage de Gaza, qui est une des plus belles plages d'Israël. On va laisser tomber ça. Et j'arrive donc à Gaza juste pour rappeler que les Juifs étaient très présents à Gaza déjà à l'époque de la Mishnah du Talmud. On a retrouvé cette mosaïque de la synagogue de Gaza de l'époque. Et le Talmud de Jérusalem pose la question, une question de halakha, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais la question qui est posée par Rabbi Yitzhak Bar Nachman, Yirid Azamahu, quel est le statut du marché de Gaza pour les problèmes de pureté et d'impureté? Et donc, on voit qu'il y avait une présence juive à Gaza et à l'époque du Talmud de Jérusalem, donc il y a près de 1800 ans, bien sûr que le Talmud ne pose pas les questions, quel est le statut de pureté ou d'impureté du marché de Rome, c'est pas notre problème. Si le Talmud se pose la question du marché de Gaza, c'est qu'il y avait une communauté juive importante. Et quelque chose qui a été signalé par Manu Chibert, c'est que au XVIe siècle, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, on va rencontrer de grands chachamim à Gaza, essentiellement Rabbi Israël Nadjara, dont tout le monde connaît le Yaribon Olam, et c'est l'occasion de commencer cette conférence par quelques notes de musique.
J'ai choisi une musique qui est triste. Yaribon Olam, on le chante à la table du Shabbat. La musique que vous venez d'entendre est une musique qui vient de la Shoah. C'est une mélodie qui a été composée dans la Shoah pour le Yaribon Olam, et pas sur la strophe qui est présente devant vous, mais sur une strophe qui est un petit peu après, que Rok Yat Amar Migo Galuta, sort ton peuple de l'exil. Mipiou Marivata, et sauve-les de la bouche, de la gueule des lions. Aujourd'hui, c'est le contraire, les lions, c'est nous. Mais c'est important de comprendre, de se rappeler qu'il y a une époque où on était en galoute, la situation était difficile, et ce Yaribon est aussi à des airs plus gais, des airs moins gais. Pour équilibrer, Yaribon Olam est chanté par toutes les communautés juives. Et il y a un piout de Rabbi Israël Najara de Gaza qui est chanté essentiellement dans les communautés séfarades. Ya'ala, Ya'ala, Boï le Gani. On va aussi écouter comme ça quelques notes, comme ça on en aura pour les Ashkenazes et pour les séfarades. Ya'ala, Ya'ala, Boï le Gani. Ya'ala, Ya'ala, Boï le Gani. Edet Rimon Gam, Barha Gafni. Edet Rimon Gam. Excuse auprès des Marocains, parce que ce n'était pas la musique classique des communautés marocaines, je l'ai aussi. Depuis que la guerre a commencé à Gaza, chez nous, j'ai décidé que le vendredi soir, on chante ces deux piyutim à la table de Shabbat. Se rappeler un peu que Gaza, ce n'est pas le bourbier de Gaza, mais c'est Rabbi Israël Najara, Yaribon Olam, et Ya'ala Boï le Gani. Je vous engage à commencer ce minag de chanter les chansons de Haza à la table du Shabbat pour le succès de nos Chayalim et la victoire du peuple d'Israël. Alors, un siècle plus tard, on trouvera à Gaza un rabbin très important qui est connu comme rabbin de Hebron. Le Rav Abraham Azoulay, l'ancêtre du Rav Chida, et il écrit un livre très connu, le Chesed l'Abraham, qui est un livre de Kabbalah, d'ailleurs, qui raconte que chaque juif, quand il fait son aliyah, la première nuit qu'il passe en Eretz Israël, sa neshama, elle monte au ciel et descend une autre. C'est très parallèle à ce qu'on va lire dans la paracha de Shabbat, Vayetze. Vous savez que dans la paracha de Shabbat, on va lire l'histoire du songe de Jacob, la fameuse échelle avec les anges qui montent et qui descendent. Et là-bas, le texte dit Vehine malaché Elohim olim veyordim bo, et voilà que les anges du ciel montent et descendent. Et Rashi déjà demande si les anges sont du ciel, ils devraient descendre du ciel et à la fin remonter. Pourquoi les anges montent et descendent? C'est qu'apparemment ces anges sont sur terre. Et Rashi ramène le Midrash qu'il y a des anges d'Eretz Israël, il y a des anges de Chutz Haaretz, et que quand Yaakov quitte Eretz Israël, les anges qui l'accompagnaient en Eretz Israël remontent au ciel et descendent des anges d'un niveau moins élevé qui vont l'accompagner dans la galoute. Et bien sûr, quand il rentre, c'est le contraire. Il verra ces deux camps, Mahanaïm, quand il va rentrer de chez Lavan. Mais le Rav Azoulay dit que c'est au niveau de chaque juif, quand on vient en Eretz Israël la première nuit, notre neshama de Chutz Laaretz monte au ciel, et le lendemain matin, on reçoit une neshama d'Eretz Israël. Alors, si vous vous demandez pourquoi vous réagissez différemment que vos cousins, vos parents restés en France, qu'est-ce qu'on a de différent? Ben, sachez que le Chesed d'Abraham a dit que le jour où vous avez mis les pieds en Eretz Israël, vous avez reçu une nouvelle neshama. Le problème, dit Rashi, c'est que quand les anges montent et descendent, c'est-à-dire qu'entre le moment où ceux d'Eretz Israël sont montés et arrivent les autres, il y a un moment où il n'y avait pas d'ange pour garder Jacob, il y a un moment de danger. Et dit Chazal Abraham, il y a aussi ce moment de danger quand on monte en Eretz Israël, entre le moment où on quitte sa neshama de Chutz Laaretz et on reçoit sa neshama d'Eretz Israël. Alors ça, c'est le Chesed d'Abraham, que tout le monde connaît comme Rav de Hebron. Mais si vous regardez l'introduction de son deuxième livre, Ba'alei Brit Avraham, et vous regardez en bas, c'est marqué Nirtav Be'ir Haza, qu'il a écrit ce livre à Gaza. D'ailleurs, même le Chesed d'Abraham, dans lequel il n'est pas mentionné qu'il a été à Gaza, a été écrit à Gaza. Alors, comment ça se fait que tout le monde connaît le Chesed d'Abraham de Hebron, et alors que ces livres sont écrits à Gaza? Parce qu'il y a eu à l'époque des épidémies à Hebron, et les Juifs de Hebron et de Jérusalem ont quitté Hebron et Jérusalem et sont allés à Gaza. Donc, en fait, la communauté de Gaza s'est construite
de la destruction des communautés de Jérusalem et de Hébron. Et quand il y a donc tous les malheurs qui nous sont tombés dessus, ואני בתוך ההפיכה אשר הפך השם באפו בחמתו עיר כברות אבותיי עליה עיר פס המהוללה. Et donc j'étais dans tous les malheurs qui se sont mettus sur la ville de Fès, cette ville magnifique, et donc il a dû prendre le chemin de quitter son Maroc natal. ומרוב שיחי וכעסי ולחצי זה הדחק יצאתי ממחיצתי ודלתי ביתי נקים חד. Donc il est parti sans rien. ונדרתי לבוא להתגורר בארץ ישראל. Et donc il a fait un vœu de quitter le Maroc, Fès, et d'arriver en Eretz Israël. בשינוי מקום המביא בין קודש לחול. Et il est arrivé עד בואי אלי מנוחה ולנחלה עיר הקודש קריית ארבע היא חברון. Et donc il arrive en pensant que maintenant il met fin à ses malheurs à Hébron. ויהי היום בשנת שע"ט, et ce fut ce jour-là en 1719, שנת הגמול נהפך לאבן מחולנו כי יד השם היה בדבר גדול מאוד ויהרוג מחמדי עין ואימלתה אני וביתי לעיר הקודש ירושלים. Et donc une épidémie de peste se déclare à Hébron. Il s'enfuit et il trouve refuge à Jérusalem. וגם שם היה חרון אף השם ויגוף השם בעמו בפחד ביתר הפלטה נמלטים משברי ים ים התלאות וישמע השם בקולי ותעצר המגפה מעיר עזתה של יהודה ותמנה et j'ai trouvé refuge. Et la fin de l'épidémie dans la ville de Gaza. Donc, on a une présence d'une communauté juive qui existait, mais qui doit son essor au XVIIIe siècle à des catastrophes qui s'abattent sur Hébron et sur Jérusalem, et les Juifs trouvent refuge à Gaza. Il faut comprendre encore une chose, c'est que Gaza se trouve à la frontière entre l'Égypte et Eretz Israël. Beaucoup de voyageurs arrivent par l'Égypte. On arrive en bateau vers les ports d'Égypte, et de là on remonte le long de la côte et on arrive à Gaza. Et ce qui fait l'importance de Gaza, ou dans l'autre sens aussi, quand on quitte Eretz Israël et qu'on barre la roche, le petit-fils du Rav Azoulay, qui sera le Rav Frida, Chaim Yosef David Azoulay, qui sera Shadar, qui ira visiter le monde entier pour amener de l'Europe, pour amener de l'argent pour les Juifs d'Eretz Israël, raconte comment il quitte Hébron, passe par Jérusalem et va à Gaza, et de là il embarque pour aller vers l'Europe. Mais c'est une autre histoire. On a Manu Shiber a parlé de Shabtai Tzvi, Nathan Nazati, je ne rentre pas dedans, je veux arriver à l'épopée sioniste. Pour arriver à l'épopée sioniste, il faut comprendre une chose. Pourquoi rencontrons-nous Napoléon? Parce que j'ai expliqué qu'il y avait une communauté juive à l'époque ancienne, il y a une communauté juive très florissante qu'on a rencontrée au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, mais ça arrive à la fin, au XVIIIe siècle, c'est la fin de la communauté de Gaza. Le 19e siècle, il n'y a plus de communauté, parce que quand Napoléon arrive, il y aura la peste, ceux qui connaissent le tableau des pestiférés de Jaffa au Louvre. Alors, ce n'est pas seulement les pestiférés de Jaffa au Louvre, Napoléon, ses soldats sont malades de la peste à Akko, à Haïfa, à Yafo, et il amène aussi avec lui la peste à Gaza, et les Juifs quittent Gaza. Et donc, à partir de 1799, donc à début du 19e siècle, il n'y a plus de Juifs à Gaza, et cette communauté qui a traversé l'histoire cesse d'exister. Alors, on a des témoignages de visiteurs qui sont passés par Gaza. Et un témoignage nous raconte que dans un endroit des plus élevés de Gaza se trouve une église grecque orthodoxe, grec catholique, je ne sais pas si c'est grec catholique ou grec orthodoxe. Et ce qui est intéressant dans cette église, c'est qu'il y a là-bas une colonne très spéciale sur laquelle est gravé en hébreu, vous la voyez à gauche, Hamalach Hagoel Oti Mikolra Izakeni La'alot L'Yerushalayim. Donc Hamalach Hagoel Oti, on connaît ça de la bénédiction de Jacob, et on dit la prière de soir avant de se coucher, avant que ce malach qui me protège, Izakeni La'alot L'Yerushalayim, m'aide à aller à Jérusalem. Que fait une colonne comme ça dans une église? Eh bien, tout simplement, c'était une pierre qui a été récupérée, comme beaucoup des pierres de l'église de Gaza, récupérées des synagogues anciennes, de ces synagogues du XVIIe, XVIIIe siècle dont je viens de parler. Alors, aujourd'hui, si vous voulez voir cette colonne, vous pouvez y aller, c'est pas besoin d'aller à Gaza. Heureusement, parce que c'était à Gaza, il n'y serait plus. Mais elle plaisait beaucoup à Tzvi Hirschfeld, qui avait beaucoup aidé la communauté de Gaza. Il avait récupéré cette colonne chez lui, et elle se trouve sur sa tombe dans le cimetière de Rishon LeZion où il est enterré. Donc, n'allez plus la chercher à Gaza, elle est à Rishon LeZion,
mais elle vient de Gaza. De la même façon, il y avait dans cette église une colonne avec une menorah, une très belle menorah, et juste en dessous, il y avait marqué le nom des donateurs, en hébreu Menachem, et je ne sais plus, enfin 2 donateurs. Si vous regardez l'image de cette menorah à gauche, elle est déjà bien abîmée. À droite, dans le médaillon, dans le timbre qui est au milieu, on voit plus ou moins cette menorah de cette branche avec la dédicace qui est en dessous. À gauche, c'est déjà entièrement vandalisé parce que en 69, pendant 78, les Arabes ont entièrement vandalisé cette menorah qui était dans la Masjid el-Jama, dans la grande mosquée de Gaza. Donc la grande mosquée qui était construite sur une église qui était en fait une synagogue. Et ce qu'on peut voir dans beaucoup d'endroits en Israël. Et comme j'ai dit, en 78, un archéologue qui était là-bas a vu qu'il ne restait plus, les Arabes avaient abîmé de façon qu'il ne reste plus le symbole de cette présence juive à Gaza, et ils ont martelé au burin la dédicace et la menorah elle-même. Alors maintenant, on arrive déjà, puisqu'on veut parler de 150 ans de sionisme, comme on peut arriver au sionisme, alors on arrive à un personnage que vous ne connaissez peut-être pas, Zalman David Levontin. Vous connaissez au moins son nom parce qu'il y a beaucoup de rues en Israël, Rov Levontin, donc au moins cas ceux qui habitent Tel Aviv ou qui se promènent à Tel Aviv, dans la Chouzat Bayit, on connaît le quartier et on connaît la rue Levontin. Alors, Zalman David Levontin a écrit un livre, le Eretz Avotenu. Il faut rentrer à la maison. C'est un monsieur qui a cette idée de devenir sioniste parce qu'il a vu l'accession du Libéria à l'indépendance. Le Libéria, c'est un État, un pays en Afrique. Il se dit, des esclaves, d'anciens esclaves ont réussi à se libérer et à construire un État, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Libéria. Eh bien, il n'y a pas de raison que nous, les Juifs, ne reconstruisions pas notre État. Et donc, il devient sioniste. Je raconte, c'est encore sioniste avant le sionisme. Et il commence à s'intéresser et à écrire des articles sur le fait qu'il faut rentrer en Eretz Israël. Pourquoi on le connaît au sud de Tel Aviv? Parce que la banque, le mouvement sioniste a décidé de constituer une banque, la banque Anglo-Palestine, qui devait être une banque pour ramasser des fonds et gérer les fonds qui serviront le mouvement sioniste pour acheter des terrains, pour financer différents projets sionistes. Et en fait, le premier directeur du bureau palestinien, parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on appelait l'Eretz Israël, le bureau palestinien de la banque sera à Yafo, et le directeur sera Zalman David Levontin, qui d'abord avait dirigé la banque à Londres, et maintenant il va la diriger à partir d'Eretz Israël en 1903. Mais ne vous trompez pas, il n'est pas venu en Israël en 1903, il est déjà venu bien avant. Quand c'est qu'il est venu en Israël? Alors il est venu en 1881. Un instant, on veut parler de Gaza, n'est-ce pas? Alors pourquoi on a le logo, le symbole de la ville de Rishon LeZion? Vous voyez, Rishon LeZion, fondé en Taf Resh Mem Bet, 1882. Matzanu Maim, on a trouvé de l'eau, ça c'est la paracha qu'on vient de lire. Quand Yitzhak creuse les puits et trouve, de l'eau, Matzanu Maim, c'est devenu la devise de Rishon LeZion. Et pourquoi ça? Parce que Zalman David Levontin vient en Eretz Israël en 1881 pour acheter des terrains pour créer un village agricole. Et l'endroit le plus adapté pour lui, c'est Rishon LeZion. Regardons ce qu'il dit, que cette nuit-là, ils vont faire leur première nuit à Rishon LeZion. Kol halayla lo yashanu, vayechezu machazot kodesh, chazionot mine kedem. Donc on n'a pas dormi de la nuit, on a eu des visions d'époques révolues. Ou va boker merosh agivan itgale machazé mariv aïn, au matin du haut de la colline, on a vu des paysages tellement beaux. Mechavayam anishkaf mirachok kirim lutash mizrach hare Yehuda, à l'ouest la mer, à l'est les montagnes de Judée. Meulaf begagwe kodesh, c'était dans des sentiments de sainteté. Gagwe Netzach, Shelam Netzach, je ne sais même pas traduire, je ne traduis pas. Et donc, ils annoncent, après avoir vu cette vue magnifique, ils ont dit,
Rishon le Tzion, hine hinam, Yerushalem vasereten. Rishon, le début de Tzion, te voici, et j'annonce le retour à Jérusalem. Donc c'est comme ça qu'il crée Rishon le Tzion. Mais en fait, ce qui n'est pas dit dans l'histoire, c'est que le but n'était pas du tout de construire Rishon le Tzion. Zalman David Levantine vient avec des amis pour chercher les terrains, et en fait, les terrains qui leur plaisent sont les terrains de Gaza. Donc là, vous voyez une photo un peu plus jeune de Zalman David Levantine. Et donc, il arrive en 1881-82 à Ashdod et à Gaza, enfin, Isdoud et Gaza à l'époque. Il est accompagné de Yosef Feinberg, ça va être important parce que ce nom va revenir un peu plus tard. Et leur idée est d'acheter des terrains dans la région de Gaza. Pourquoi? Parce que la terre est bonne, il y a de l'eau, il y avait une communauté juive, c'est sur le point de passage entre l'Égypte et la terre d'Israël. Donc, ça leur paraît tout à fait adapté. Le problème, c'est qu'il faut maintenant un intermédiaire qui va les aider à conclure l'affaire. Alors, ils arrivent, ils sont invités chez un monsieur qui s'appelle Shapira. Ne vous y trompez pas, son nom est un nom juif, mais Shapira est un juif qui a quitté le judaïsme et qui est converti au christianisme. Et comme beaucoup à l'époque, quand il va y avoir le retour des juifs vers Eretz Israël, les chrétiens vont envoyer des missionnaires pour convertir ces juifs qui reviennent au christianisme, et que certains que vous connaissez, des noms que vous connaissez comme Ratisbonne à Jérusalem catholique, Alexander, je ne sais plus comment, protestant russe. C'est-à-dire qu'il y a toutes les églises de l'époque essayent de convertir les juifs qui reviennent. Shapira, donc lui, son but, c'est de convertir les juifs qui rentrent et éventuellement aussi les arabes qui se promènent dans la région. Et Shapira va leur dire la chose suivante. Lo akachesh mikem Adonai ki omnam azabti mekor machzati. Je ne vous cache pas que j'ai quitté la religion de mes pères. Il est maintenant missionnaire. Mais malgré ça, je suis resté empreint d'un amour entier pour le peuple d'Israël. Et si vous ne me cachez pas le but de votre voyage, peut-être je pourrais vous aider. Et il dit, j'habite ici déjà depuis plusieurs années, j'ai des contacts, je connais tous les Arabes de la région, les cheikhs de la région, le consul anglais, etc. Et je peux vous aider à conclure des achats de terrain. Il a très bien compris pourquoi ils sont là. Et il se propose, donc ce Shapira, pour être l'intermédiaire qui va permettre d'acheter des terrains. Et effectivement, il va emmener Zalman David Levantine et ses amis à la rencontre des cheikhs locaux. Alors, je cite un petit peu le deuxième texte qui est devant vous, c'est par l'intermédiaire de Monsieur Shapira, qui est un Européen, et il va rencontrer les Bédouins. Alors, il raconte comment ils ont chevauché pendant 2 heures de Gaza vers le sud, pas parce qu'on les a chassés vers le corridor humanitaire, mais parce qu'ils vont dans la région de Dir el-Balah, où il y a énormément d'eau en nappe phréatique souterraine. Et là-bas, ils racontent comment ils reçoivent le café, de quoi a l'air la tente du cheikh Ibrahim, une tente bédouine en peau de chèvre plantée dans le sol. Il fait le café, puis vous savez, quand les bédouins font le café, alors ils le font, ils écrasent, ils pilent les grains de café, les graines de café en faisant du bruit, ce qui invite les voisins. C'est-à-dire qu'il y a un invité, venez vous joindre à la réception. Arrivent les voisins qui rencontrent la délégation juive. Et le cheikh Ibrahim leur explique que voilà, ces juifs qui veulent venir s'installer ici, qui voudraient acheter des terrains dans la région. Et alors, la réaction d'un de ces Bédouins, si seulement il y avait ici des Européens, et bien sûr, nos conditions de vie s'amélioreraient. Donc, il faut à tout prix, il faut bien sûr leur vendre des terrains pour que nos conditions à nous s'améliorent, puisque les Européens vont amener le développement dans la région. Mais non, dit un autre, si les Européens arrivent, ils vont amener ici la kfira, ils vont rejeter Allah et les religions, et ils vont nous dévier de la voie juste. Et alors, un deuxième répond, mais non, tous les arbres n'ont pas la même hauteur, mais de la même façon, tous les non-musulmans ne sont pas les mêmes. Et ça, il s'agit de Bnei Israël, et les Bnei Israël sont nos frères. Donc, ces Bédouins disent, oui, il faut les vendre aux Juifs, les Juifs sont nos frères, ils vont d'un côté, ils sont européens, ils vont amener le développement, d'un côté, ils ne sont pas dangereux comme les Européens,
parce que nous sommes de la même race et qu'on s'entendra très bien ensemble. D'ailleurs, après, Zalman Noten écrit un peu plus loin que, à la différence de beaucoup d'Arabes dans la région, les Arabes de Gaza sont les plus pacifiques de la région. Enfin, les temps ont changé, apparemment. Et si on cherche pourquoi Nelvonten est tellement intéressé à faire une colonie agricole, un village agricole dans cette région de Gaza, il le dit lui-même. Regardez, Kfarim Harbe Veretz Hamishor Vavavre Yehuda, il y a beaucoup de champs dans les plaines de Judée, mais l'avantage de cette région ici, le Rachok Miderech Hamelech Yafo Yerushalayim, c'est très loin de la route principale, qui est la route qui mène de Jaffa à Jérusalem, puisque Jaffa, c'est le port d'Eretz Israël. Jérusalem, c'est la ville sainte. Donc, en fait, les voyageurs, les Européens qui viennent à Jérusalem, tous les Lamartine et autres, Mark Twain et autres voyageurs qui viennent, ils viennent vers les lieux saints, ils viennent vers Jérusalem, ils débarquent au port de Jaffa, ils vont à Jérusalem. Donc, autour de Jaffa, Jérusalem, tous les projecteurs sont braqués sur cette région-là. Et d'ici, on s'installe là-bas, on va avoir des problèmes avec toute la politique, de géopolitique, avec le monde chrétien, avec le monde entier. Mais si on s'installe dans la région de Gaza, c'est dans le sud, c'est dans le Negev, personne ne s'intéresse là-bas, on aura la paix. Et c'est pour ça que c'est une région de prédilection, c'est une très bonne région, elle est très fertile, et on sera loin du centre de l'intérêt des puissances européennes. Je rappelle que c'est l'époque où les grandes puissances s'intéressent de près à Jérusalem. Ceux qui connaissent Jérusalem, vous connaissez il y a si ça ne vous connaissez pas, vous viendrez avec moi faire une balade sur les traces des Européens à Jérusalem. Il y a le quartier des Russes, Migrash Haroussim, il y a le quartier des Français, l'hôpital Saint-Louis, il y a le quartier italien, il y a le quartier, chaque nation européenne essaie de prendre pied à Jérusalem, l'hôpital autrichien, l'hôpital allemand, l'église allemande, etc. Et donc, c'est très lourd, c'est très dur de s'installer sur cette région. Ils disent, si on s'installe à Gaza, ben, on sera pas, on se fâchera pas avec tous les Européens. Et c'est pour ça qu'ils choisissent cette région de Gaza. Ce qui va se passer, c'est que finalement, ils ne pourront pas acheter le terrain parce que le gros problème de la région de Gaza, c'est qu'il n'y a pas de cadastre. C'est des tribus bédouines. Et à l'époque, Gaza est sous juridiction égyptienne. Et qu'en Égypte, il n'y a pas de cadastre, il y a des chazakot. On sait qu'un tel, telle et telle tribu bédouine est sur cette terre et telle autre tribu sur autre terre. Mais donc, c'est très dur d'acheter un terrain parce qu'en cas de litige, on ne pourra jamais prouver dans un tribunal, il n'y aura pas de titre de propriété, c'est à nous, on l'a acheté d'un propriétaire légal. Et donc, ils comprennent que ça ne va pas être possible et donc, ils vont acheter la terre de Ayun Kara où va être construit Rishon LeZion. Mais en fait, Rishon LeZion, dans un premier temps, aurait dû être construite à Gaza. Je vous rappelle que Rishon LeZion aujourd'hui est en passe est déjà, je crois, la 5e plus grande ville d'Israël. Donc ça aurait pu être Gaza, les choses ont évolué différemment. En tout cas, après cet essai d'acheter les terres autour de Gaza, de Dir el-Balah, on ne va pas acheter le terrain, mais il y a des Juifs qui vont s'installer à Gaza. Je rappelle qu'il n'y a plus de communauté depuis 1800, depuis Napoléon et la peste qu'il a amené à Gaza. Mais en 1880, on voit les 4 premières familles qui arrivent du sud de la Russie et qui s'installent à Gaza. Alors, eux, ils viennent et ce ne sont bien sûr pas des agriculteurs, ce sont des commerçants, ce sont des artisans, comme les Juifs de Russie de l'époque. Ils n'ont pas acheté de terrain agricole, mais ils se rendent compte qu'à Gaza, il y a une grande population, il y a 24 000 habitants à Gaza à l'époque, et il n'y a pas de moulin à blé. Donc ils se disent, c'est formidable, on va amener un moulin, et on va moudre le blé. C'était un métier très classique en Europe. Dans les histoires chassidiques, on voit toujours le juif qui est concessionnaire du bar du village et l'autre qui a le moulin à blé. C'était les métiers classiques des juifs d'Europe de l'Est. Et donc, ils achètent le matériel, ils achètent un moteur, ils achètent un moulin à blé et ils viennent s'installer à Gaza. Le problème va être, de nouveau, il faut s'installer là-bas de Gaza, et qui va les aider? Yakem Aish Shapira Vayoshem, celui qui va les aider, c'est le même Shapira, ce missionnaire qui va les aider à s'installer, parce que les autorités ne permettent pas à ces juifs de Russie d'acheter des maisons, et c'est donc Shapira les installe dans une maison qui lui appartient, ils montent leur moulin, mais très vite,
les Arabes locaux vont arrêter d'amener leur blé à moudre parce qu'en fait, les quantités qu'ils ont sont assez minimes. Il faut comprendre une chose, c'est que j'ai dit que la région de Gaza est très fertile, qu'il y a beaucoup d'eau, mais elle n'est pas adaptée à la culture du blé. Parce que pour faire du blé, il ne faut pas avoir beaucoup d'eau en nappe phréatique. Le blé, il doit être arrosé par la pluie. Pour la pluie, on est dans le Negev, on est dans un endroit où il n'y a pas assez de pluie pour faire du blé. Par contre, grâce aux nappes phréatiques, on peut faire monter l'eau, on peut faire pousser des arbres, des vergers, des palmiers, des pêchers, des manguiers, tout ce qu'on veut. On peut aussi faire monter de l'eau et arroser des petits jardins de tomates ou de concombres, etc. Mais le blé, non. Donc en fait, les quantités de blé qui poussent à Gaza sont des quantités pour la famille pour faire un petit peu de blé. Donc ils n'ont pas de grande quantité. Puis ils disent en fait, pourquoi payer au meunier pour la quantité de blé qu'on a à moudre? Ben, c'est plus simple que Fatima à la maison, elle a son pilon et elle le fait à la main. Et puis, donc, on n'amène pas le blé à moudre chez ces juifs de Russie. Et en fait, vont arriver les Bédouins, parce que il y a des Bédouins de plus loin qui, eux, avaient l'habitude d'envoyer leur blé à moudre dans la région de Tel Aviv. Mais la quantité qu'ils ont amenée n'était pas suffisante. Et en fait, ça va être un fiasco économique. Et ces quelques familles juives qui ont essayé de s'implanter à Gaza en vivant du commerce d'un moulin à blé vont faire faillite. En tout cas, ce que je vous ai lu là, c'est une annonce qui vient d'un journal, à Lebanon, le journal de Yechiel Bril, le Libanon, en français, puisqu'il était publié à Paris. On avait parlé dans une autre conférence sur Masquerade Batia. Et donc, Yechiel Bril raconte qu'il y a eu un essai de s'installer, pas dans l'agriculture, mais comme commerçant à Gaza en 1180, mais ça a floppé. Ah, un instant, c'est quoi cette photo? Pour ceux qui habitent en Israël, vous reconnaissez les boîtes de thé Vysotsky. Je ne sais pas qu'en Israël, c'est Vysotsky vend dans le monde entier. La photo est de mauvaise qualité, je m'excuse, mais si elle était de bonne qualité, vous verriez qu'il y a marqué ici Vysotsky depuis 1849. Depuis 1849, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle. Et pourquoi c'est important pour moi de mettre en pleine conférence sur 150 ans de sionisme à Gaza une boîte de thé Vysotsky? Parce que quelque chose qui n'est pas tellement connu, même en Israël, c'est que Vysotsky était un grand sioniste, c'était un grand activiste sioniste. Alors, cet activiste sioniste qui s'appelle Ze'ev Klonimus Vysotsky, qui est donc un juif russe qui a fait sa fortune dans le thé, puisque ça tient le coup depuis 150 ans, avait à l'époque, a déclaré en 1885, donc c'est juste après les premières moshavot, après les premiers villages agricoles de Zichron Yaakov, de Rishon LeZion et encore quelques autres, en 1885, il annonce Gaza sera comme Poniovitch. Poniovitch, c'est une grande ville juive d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, on connaît Poniovitch comme la plus grande yeshiva, à la grande yeshiva de Bnei Brak. Mais à l'époque, c'est une ville avec une grande population juive en Europe de l'Est. Et Vysotsky annonce Gaza sera la nouvelle Poniovitch. C'est-à-dire quoi? C'est que Vysotsky, qui est un activiste sioniste, est en contre-pied du sionisme classique. Le sionisme classique, attention, sionisme classique, contre sionisme, on est en 1885. Theodor Herzl n'est pas encore sioniste, il va écrire son livre L'État juif en 1897. On est encore 12 ans avant le mouvement sioniste. Mais ces gens, ces Chobevet Sion, ces amants de Sion, ces gens qui prônent un retour en Eretz Israël, encore avant le mouvement sioniste officiel, ont commencé par parler de villages agricoles, de Zichron Yaakov, de Rosh Pina, de Rishon LeZion, Rehovot, etc., etc. Vysotsky dit non, les Juifs ne sont pas des agriculteurs. Et même un village, c'est combien un village? C'est 10 familles, 50 familles, 100 familles. Les Juifs, ils sont des millions, qui sont des gens de la ville. Ce sont des artisans, ce sont des commerçants. Et donc, il faut penser non pas à une installation comme agriculteur dans des villages agricoles, mais il faut s'installer dans les villes d'Eretz Israël comme population urbaine. Et il dit on va créer des villes juives, des quartiers juifs dans les villes arabes, à Lod, à Shrem, à Bethléem, à Tzor,
à Tzidon, à Gaza. Je rappelle qu'Eretz Israël à l'époque, on n'a pas encore les frontières du mandat britannique. Alors, Tzor et Tzidon, Tyr et Sidon au Liban, c'est Eretz Israël. Gaza, c'est Eretz Israël. La Jordanie, c'est Eretz Israël. Beaucoup d'autres choses sont Eretz Israël, puis aujourd'hui, la carte a un petit peu changé. Mais l'idée géniale de Vysotsky, c'est que si on veut amener les masses juives qui rentrent, il faut faire un retour vers les villes et pas vers les villages agricoles. Et donc, on va s'installer là où il y a déjà des villes, parce que là où il y a des villes, bien sûr, les Juifs ne vont pas venir d'un coup 1000, ils vont arriver 4-5, l'année prochaine encore 4-5. Donc, ils s'installent dans une ville arabe, ils seront commerçants, ils auront de quoi vivre, il y a déjà des maisons, ils vont louer une maison, ils vont commencer à faire du commerce, après ils construiront d'autres maisons, d'autres arriveront, on développera les commerces, l'industrie, et c'est comme ça qu'on va peupler Eretz Israël. Et donc, c'était cette idée incroyable, parce que de nouveau, c'est une histoire qui a été un petit peu oubliée dans l'histoire du sionisme. On nous parle avec amour des kibbutzim. C'est vrai que les kibbutzim, c'est formidable. C'est vrai que les kibbutzim ont eu un grand rôle dans l'histoire du sionisme. Mais les kibbutzim n'ont jamais représenté que 2% de la population. Les grosses masses de juifs qui sont venus en Eretz Israël se sont installés très vite à Tel Aviv, ou à Jérusalem, ou à Haïfa, dans les villes. Et les kibbutzim sont importants parce ils étaient très idéologiques. C'était le fer de lance idéologique du sionisme. De la même façon que je dis les itnachaluyot. Regardez malheureusement les listes des jeunes qui donnent leur vie aujourd'hui, qui tombent dans les combats de Gaza. Et vous voyez le nombre impressionnant de jeunes qui viennent des Nahalouyot, qui n'est pas du tout proportionnel à leur nombre dans la population, parce que c'est un fer de lance idéologique. Alors, les kibbutzim ont été ce fer de lance idéologique du début du sionisme, mais les masses juives qui sont venues faire on est un État en 1948 n'étaient pas ni à Dgania, ni à Merchavia. Les masses juives, elles étaient à Haïfa, à Tel Aviv, à Jérusalem, et ça, c'était déjà l'idée de Vysotsky. Alors, il lance son idée, et en 1885, on a déjà vu en 81 qu'il y a eu 4 familles qui étaient déjà venues s'installer à Gaza, mais qui n'ont pas réussi. D'autres arrivent, et en 1986, de nouveau, Yechiel Bril, dans son journal Lebanon, nous annoncera qu'il y a déjà 50 familles qui se sont installées à Gaza, en grande partie des familles séfarades qui viennent de Yafo et de Jérusalem, et auxquelles s'ajoutent aussi des familles de Ashkenaz qui arrivent directement d'Europe de l'Est et qui les rejoignent à Gaza. Malheureusement, la communauté a un petit peu de mal à se développer, et en 1895, on voit déjà une récession, et la population de Juifs de Gaza est tombée à 12 familles. Donc il y a eu un essai qui a réussi très moyennement. Et ce qui est intéressant de nouveau, c'est que Yechiel Bril nous raconte qu'ils ont des rapports excellents avec la population arabe. Donc ça, c'est l'idée de Vysotsky. Donc on a déjà parlé de Levantine qui voulait acheter des terrains agricoles pour faire un village agricole. On a rencontré Vysotsky qui, lui, veut faire une installation de juifs citadins à Gaza. Et dans cette communauté de Gaza, j'ai dit que une grande partie des familles vont venir de Yafo, sont des familles séfarades, et un des chefs de la communauté sera Hacham Nissim El-Kayam, qui arrive donc de Yafo et qui s'installe à Gaza. Alors lui, il sera très important parce qu'il sera dans la commission militaire. Je me rappelle qu'on est encore à l'époque des Turcs ottomans. Il sera dans un tas de comités. Il va aider à construire une moshava, parce qu'il y a une moshava qui va être construite juste à côté de Gaza, qui s'appelle Ruchama, aujourd'hui un kibbutz, Ruchama, qui est aujourd'hui dans le Hotef, il est en dehors de la bande de Gaza, mais à l'époque, c'était considéré comme Gaza. Et Nissim El-Kayam va aider Tzvi Hirschfeld à construire, à développer cette moshava de Ruchama. D'ailleurs, maintenant, vous comprenez quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit que la colonne Hamalach, Hagoeloti, Isakin Elot Yerushalayim, que le malach qui me protège m'aidera à monter à Jérusalem, cette colonne se trouve au cimetière de Rishon et Tzion, sur la tombe de Tzvi Hirschfeld, parce que Tzvi Hirschfeld avait énormément de liens avec Gaza, puisqu'il était aidé par Hacham Nissim El-Kayam, qui l'a aidé à créer cette moshava. Cette moshava, malheureusement, a été détruite. C'est pour ça que Tzvi Hirschfeld n'est pas enterré à Ruchama, mais à Rishon LeZion. Et plus tard, dans les années 40, on construira un kibbutz, le kibbutz de Ruchama, sur le même endroit. Et donc, il y a Ruchama qui est sortie aussi de la communauté de Gaza.
Chacham Nissim el-Kayam, qui avait étudié à la Yeshiva à Jérusalem, savait aussi très bien l'arabe, connaissait le Coran, etc. Et donc, il avait de très bons contacts avec les Arabes. C'est pour ça qu'il a réussi à se faire aussi accepter comme membre de la commission militaire régionale, ce qui l'a aidé à obtenir des dispenses de service militaire pour les Juifs de Gaza pendant la Première Guerre mondiale. Il avait un slogan qui est très beau. Il disait « Al tistakel achor pen ta'afor lenetziv melach » Ne regarde pas en arrière si tu ne veux pas être transformé en statue de sel. Vous comprenez de qui il s'agit? La femme de Lot qui regarde la destruction en arrière et qui va être transformée en statue de sel. Il dit, si on regarde en arrière, on fige en statue de sel. Il faut regarder vers l'avant. Donc cette devise super optimiste était la devise du Chacham Nissim el-Kayam, qui était donc un des chefs de la communauté de Gaza, qui a reçu dans sa maison de nombreux activistes sionistes, comme, vous voyez les noms, Shalom Moyal, Eliezer Roker, Eliezer Ben Yehuda, Aaron Shlouch, Yitzhak Matalon, Yitzhak Ben Tzvi, Tahoun, Ben Gurion, Arlozor Panastra. Ils ne sont pas là en Israël, tout cela. Oui, parce que Nissim el-Kayam, on le voit maintenant en 1880, mais on le reverra encore en 1900 et quelques, quand les Ben Tzvi, les Ben Yehuda et autres auront fait leur aliyah. Donc ce sera l'adresse incontournable de la communauté juive de Gaza. À Gaza, il y a non seulement Chacham Nissim el-Kayam, ils ont un rabbin qui est quelqu'un d'extraordinaire, et ce rabbin, c'est le Rav Nissim Binyamin Ohana. Alors, Rav Nissim Binyamin Ohana, lui, il est venu d'Algérie. Son père était déjà, par amour pour Israël, est venu s'installer en Israël. Et lui, il arrive à Jérusalem, il fait ses études dans les yeshivot de Jérusalem. À 21 ans déjà, il aura son ordination rabbinique, sa smicha, des plus grands rabbins de Jérusalem, le Rav Shmuel Salanter Ashkenaz, et le Issa Bracha, le Rishon LeZion, le grand rabbin Sfarad, Rav Shaul Eliashar, donc les deux plus grandes sommités rabbiniques de Jérusalem, lui donnent son ordination rabbinique. Il va d'ailleurs se marier avec la fille du Rishon LeZion précédent, le Rav Tito. Et il aura beaucoup de postes rabbiniques, mais un de ses premiers postes, et le plus spécial, c'est qu'il va être pendant 5 ans rabbin de la communauté de Gaza. Alors, comme rabbin de Gaza, à partir de 1907, il va faire des choses assez incroyables. D'abord, il ouvre un Talmud Torah. Bon, ouvrir un Talmud Torah, c'est ce qu'on attend d'un rabbin. On n'a pas besoin d'être le rabbin Nissim Binyamin Ohana pour ouvrir un Talmud Torah. Mais lui, non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ouvre un Talmud Torah en hébreu. Ça, c'est déjà du nouveau. On ne fait plus l'étude en yiddish pour les Ashkénazes ou en ladino ou en spagnolite ou en arabe pour les communautés sfarades. Chez lui, on va étudier en hébreu. C'est pour ça que quand il ouvre son Talmud Torah, Eliezer Ben Yehuda va venir être présent à l'inauguration du Talmud Torah de Gaza. Donc c'est déjà très sioniste cette idée de promouvoir, mais je rappelle, quand on avait parlé, ceux qui étaient avec moi dans la balade à Yafo, que Rabbi Yehuda Miraguza, qui était le rabbin le comité Safarad de Yafo, encore avant, a déjà aussi prôné le retour à l'hébreu et l'enseignement de l'hébreu comme langue usuelle. Et plus tard, il sera rabbin de Haïfa et de la région. Et en 1946, 47, 48, le Rav Baruch Marcus, qui est le rabbin ashkenaz de Haïfa, mais qui est déjà assez âgé, lui demande d'aller s'occuper des prisonniers juifs de l'Irgun qui sont emprisonnés à Akko, et c'est lui qui dira le vidouille avec les condamnés à mort à la pendaison par les Anglais, et Yaakov Weiss, Avshalom Chaviv et Mir Nakar, ce sera le Rav Nissim Binyamin Ohana qui sera avec eux dans leur dernier moment. Mais je voudrais revenir à ce qu'il a fait à Yafo, à Gaza. À Gaza, il a fait deux choses extraordinaires. Bon, on va parler du Talmud Torah. Mais à part le Talmud Torah, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Ahaza, il a écrit un livre. Bon, de nouveau, vous dites, un rabbin qui écrit un livre. Il y en a eu d'autres avant lui, il y en a d'autres après lui. Qu'un rabbin écrive un livre, c'est normal. Mais il écrit un livre qui s'appelle Dam Eshetashib la Pokoros. Sache ce que tu réponds à quelqu'un qui ne croit pas au judaïsme. En fait, c'est un pamphlet contre la lecture chrétienne de la Bible. En disant que non, c'est pas comme ça qu'il faut lire, c'est une lecture déformée. Voilà comment est la lecture juive de la Bible. Pourquoi c'est tellement extraordinaire? Parce que ce livre, il l'écrit en coopération, en collaboration. Avec qui? Avec le cheikh Abdallah el-Alami, le chef de Gaza. Le chef de Gaza, qui a des problèmes avec les missionnaires. Vous vous rappelez le Shapira dont j'ai parlé avant? Parce que c'est ces missionnaires que les églises ont envoyés en Terre Sainte pour convertir les Juifs se rendent très vite compte que c'est très dur de convertir les Juifs.
ça fait 2000 ans qu'on résiste, on n'est pas rentré en Eretz Israël pour se convertir au christianisme. Donc, si les missionnaires n'arrivent pas à convertir des Juifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, on va leur coupler les budgets. Donc, il faut qu'ils convertissent. Mais n'arrivant pas à convertir des Juifs, ils vont se tourner vers les Arabes. Ils vont convertir les Arabes. Donc, le cheikh Abdallah el-Alami de Gaza a un problème avec Shapira qui essaie de lui convertir ses ouailles au christianisme. Donc, il demande au rabbin de Gaza, bien, on va écrire ensemble un bouquin pour expliquer pourquoi la lecture de la Bible, telle qu'elle est comprise par les chrétiens, est fausse. Alors, je crois que c'est une première d'un rabbin et d'un chef musulman, d'un cheikh qui écrivent ensemble un livre contre le christianisme, donc contre la lecture chrétienne de la Bible. Ça, c'est la première chose qu'il fait. La deuxième chose qu'il fait, c'est de construire un mikvé. Et oui, parce qu'une femme juive a besoin d'aller au mikvé, et il n'y avait pas de mikvé à l'instant, il y avait une communauté juive. Alors comment on peut imaginer une communauté juive sans mikvé? C'est très simple, on est à Gaza, on est au bord de la mer. Les femmes allaient dans la mer, c'est pas toujours évident en hiver quand l'eau est froide, glacée, il y a aussi des vagues, ça peut être dangereux. Mais ce qui est encore beaucoup plus dangereux, c'est que les femmes ne peuvent pas y aller seules, c'est dangereux à cause des amis. Bien, on a vu que les Arabes sont très gentils à Gaza, qu'ils ont de très bons rapports avec la communauté juive, mais enfin, je ne pense pas qu'un mari juif pouvait laisser sa femme en pleine nuit aller au mikvé dans la mer. Donc, il fallait aussi une garde rapprochée des maris qui les surveillaient. Donc, ce qu'a fait le Rav Ochana, c'était de construire un mikvé. Et la troisième chose qu'il va faire, c'est de construire un cimetière. Il n'y a à l'époque pas de cimetière à Yafo, à Gaza. Et les Juifs de Gaza enterrent leurs morts à Hebron. Gaza-Hebron, c'est 2 journées à dos d'âne. Donc, mettre un cercueil sur à dos de chameau, mettre un cercueil sur le chameau et le trimballer jusqu'à Hebron, ça ne fait du bien ni aux morts, ni à la famille du mort. Donc, il va construire un cimetière, acheter un terrain et faire un cimetière juif à Gaza pour que les Juifs n'aient plus besoin de transporter leurs morts jusqu'à Hebron. Donc, ça, c'était le Rav Ochana au début du XXe siècle. À gauche, vous voyez sa Matsepa. Alors, j'ai parlé de Tzvi Hirschfeld qui a créé la Moshava de Ruchama. Et alors, dans ses mémoires, il raconte des choses très sympas. Donc, il raconte par exemple que les garçons de Gaza, les enfants de Gaza, aimaient beaucoup se parader avec des poignards. Des poignards décorés avec des farouzi, des billes. Abraham El-Kayam, qui est le fils de Chacham El-Kayam, on en parlait tout à l'heure, faisait aussi participer à ces compétitions de courses de chameaux et de lutte avec les Arabes. Mais on laissait les Arabes gagner, autrement on risquait après de prendre des baffes parce qu'ils se vexaient quand c'était un juif qui gagnait les compétitions. Et de nouveau, on a un témoignage qui va dans le sens de ce qu'on a déjà entendu, que les relations entre Arabes et Juifs sont très pacifiques, il n'y a aucun problème à Gaza, pardon. Et en 1914, Tzvi Hirschfeld raconte que les enfants de Gaza viennent en excursia. Voilà, ceux qui savent le français, c'est-à-dire que le mot excursion, ils viennent faire une excursion le mot n'existait pas à l'époque, donc il appelait ça excursia. Ils sont en excursion à Ruchama où ils ont planté des arbres pour Tu Bishvat. Un instant, là je vois dans l'image Mir Dizengoff. Je vois en bas Arthur Roupin, directeur du bureau de l'exécutif sioniste à Tel Aviv, et Yosef Taoun, Yoshua Taoun. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Alors, à gauche, si vous regardez à gauche, vous avez un quartier, le plus beau quartier de Gaza aujourd'hui, le quartier où ont leur villa les chefs du Hamas, du Djihad et autres Richard de Gaza, qui s'appelle un quartier Harimal. Vous l'avez souvent entendu maintenant en nouvelles, parce que à gauche, vous voyez les frappes de Tsahal à Harimal. Mon fils vient de rentrer de Gaza, il était chez nous là ce soir, et il m'a raconté que ça ressemble plus tout à fait à ça. Je lui ai dit, mais écoute, moi je regarde les photos, on a l'impression que ça a détruit 3 ou 4 maisons, mais que la plupart des maisons sont encore là. Il me dit, t'en fais pas, papa. Ça, c'est parce que tu regardes la photo de loin. Si tu regardes près, tu verras que chaque maison, il y a des trous à gauche, à droite. Il y a plus beaucoup de maisons intactes à Harimal. Et c'est pas de ça que je veux parler maintenant.
Ce que je parlais, c'est que cette shkouna qui s'appelle Harimal, regarde la photo d'en haut, vous voyez qu'elle est au bord de la mer. C'est entre Gaza, c'est Gaza mer en fait. Et c'est pour ça que c'est le quartier résidentiel au bord de la plage. Mais en 1910, arrive une délégation d'activistes sionistes, dont Meir Dizengoff, qui sera le futur maire de Tel Aviv, Arthur Rupin et Taoun, dont j'ai parlé, qui sont aussi des chefs du mouvement sioniste à Tel Aviv. Et eux décident d'acheter les terrains qui sont entre Gaza et la mer. Il y a là-bas des terrains qui sont des terres domaniales, donc qui appartiennent à l'État turc, qui est d'accord de les vendre. Et ils veulent faire là-bas un quartier qui sera Me'en Ahuzat Bait. On va faire Tel Aviv bis à Gaza. Donc il y avait un projet à l'époque. On a fait Tel Aviv à côté de Yafo. On va faire Tel Aviv bis à côté de Gaza. Alors, vous avez compris que ce projet a échoué. On n'a pas réussi à acheter les terrains. Mais c'est devenu plus tard le quartier Harimal, qui était le quartier résidentiel jusqu'à il y a quelques jours. Il y aura après encore un nouvel essai de s'installer dans la région de Gaza, qui sera dirigé par un personnage à gauche. On en a parlé dans une autre conférence, Yoel Moshe Solomon. Yoel Moshe Solomon, qui a construit Petah Tikva, qui a construit des quartiers Nachlat Shiva, Jordan et beaucoup d'autres choses, et qui vient prendre conseil chez le Rav Kook, qui est le rabbin des Moshavot à l'époque, des villages agricoles. Et ensemble, ils s'intéressent ils définissent un plan d'installation dans la bande de Gaza, mais ce projet aussi va faire long feu. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que, regardez que Gaza, c'est pas le bourbier de Gaza, c'est une communauté qui existait depuis l'époque de la Mishnah, et je ne parle pas de ce qu'il y avait avant, il y a déjà encore bien avant, qui a existé jusqu'au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, elle a momentanément disparu. Elle recommence à la fin du XIXe siècle en voulant faire de l'agriculture dans la région de Gaza, en voulant s'installer comme citadin dans Gaza. Donc il y a vraiment la compréhension que Gaza fait partie intégrante de ce qui va être l'État juif, et on cherche à s'y installer. Cette communauté juive de Gaza, bon, je n'ai pas trouvé de photo du port de Gaza à l'époque, donc j'ai une photo du port actuellement, enfin, de nouveau il y a quelques semaines, maintenant il est un petit peu différent. Mais à l'époque, ce port devient important parce que ces juifs qui sont venus sont des commerçants et ils font du commerce, donc le port de Gaza sert aux imports-exports, et ce qu'ils vont exporter à partir de Gaza, ça va être les oranges de Jaffa et autres, mais surtout, à partir de Gaza, c'est les productions locales. Et quelles sont les productions locales qui intéressent l'Europe? Il y a de l'orge qui est produit pas très loin de Gaza, et ça, c'est très important pour l'Angleterre qui veut faire de la bière. Donc, une grande partie de la bière anglaise, c'est de l'orge qui arrive par le port de Gaza. Et l'industrie pharmaceutique allemande se sert d'un melon, un melon amer, un melon à moitié sauvage, une pastèque moitié sauvage, qui pousse aussi dans la région et qui est exporté pour l'industrie pharmaceutique allemande. Et ça part du port de Gaza, donc un port qui n'est pas un grand port, mais un port important quand même au début du XXe siècle pour le lien avec l'Europe. On arrive à la Première Guerre mondiale. On arrive aussi à la fin de ce premier volet de la conférence sur 150 ans de sionisme à Gaza. À la Première Guerre mondiale, de nouveau, Gaza, c'est la frontière entre la Turquie et l'Égypte, qui est anglaise à l'époque. Et donc, les forces turques sont massées à Gaza, et il y aura plusieurs combats très durs qui vont opposer les Anglais qui essaient de prendre Gaza. Ils ne vont pas réussir. Le général anglais va être déposé, Archibald va être déposé, et Allenby va le remplacer quand Allenby comprendra que Gaza est trop fortifié, et il ira attaquer à Beersheba. Mais ce qui est important, c'est que quand les Turcs décident de faire leur bastion avancé à Gaza, ils vont chasser la population juive, qui est considérée comme une population... Non, ça c'est Tel Aviv. À Gaza, ils vont chasser toute la population civile. Et c'est une base militaire, ils vont chasser et les Juifs et les Arabes, et les Juifs, donc la communauté juive de Gaza, qui existe depuis 1881 dans sa nouvelle version, va cesser d'exister en 1915 quand les Turcs les chassent de Gaza. Alors, ça, c'est ce qui n'a pas à voir avec la conférence, mais c'est tellement en rapport avec ce qui se passe actuellement à Gaza que je ne pouvais pas... j'avais envie de mettre cette diapo. À gauche, vous voyez les Anglais, vous voyez l'infanterie montée australienne qui rentre dans Gaza, le Lighthouse. Mais
la bataille de Gaza est tellement importante pour la stratégie anglaise qu'ils vont engager à Gaza l'arme absolue. Une nouvelle arme, l'arme qui vient d'être inventée, qui est l'arme absolue de la Première Guerre mondiale. Je vous montre un petit film, une minute d'un petit film. כוח הרגלים הטורקי נכנע לאחר קרב מר. האוסטרלים איבדו 22 פרשים לוחמים. הטורקים נסוגו צפונה והתבצרו בקו עזה באר שבע. השדרה המדברית של אלוף משנה הארי שובל לקחה בשבי 1,300 חיילים טורקים. Très dur, tout le monde défendu par les Turcs, et donc les Anglais ont maintenant engagé l'arme absolue. La prochaine image. L'arme absolue, c'est le tank. זהו הטנק, הנשק הסודי הבריטי. הוא נחשף לראשונה בפעילות מבצעית בעזה. לאחר שני ניסיונות עקובים מדם לכבוש את עזה בכוח חיל הרגלים, הוכנס הטנק למערכה. אבל גם הוא לא הצליח לשנות את המצב. Bien, alors je n'ai pas pu résister à ce petit film. Pourquoi? Parce que quand on voit aujourd'hui l'opération de Tsahal à Gaza, on voit qu'après, bon, je ne mets pas en doute tout ce que font l'infanterie, les forces du génie et l'armée de l'air, mais après l'armée de l'air, la force de frappe de Tsahal à Gaza, c'est le tank. Et la première utilisation du tank comme arme de combat, ça a été à Gaza en 1917. Bien. Je vais un peu plus vite. On se rappelle l'histoire d'Absalom Feinberg du Nili qui va aller espionner, un réseau d'espionnage qui espionne les Turcs au profit des Anglais. Il essaye de de traverser les lignes pour aller donner des messages aux Anglais. Il va être tué par un bédouin à côté de Rafiah. Et on va retrouver en 1967, après la guerre de 6 jours, sa tombe. Il avait disparu dans le désert, on ne sait pas, mais un enquêteur de la police va arriver à retrouver un bédouin dont le grand-père avait abattu Absalom Feinberg. On retrouve un palmier qui a poussé au-dessus de sa tombe, on creuse là-bas, on retrouve sa dépouille qui a été identifiée de façon certaine grâce à les empreintes dentaires, aux fractures qu'il avait au doigt, etc. Et il y a eu un village qui rappelle cette histoire, c'est un village qui s'appelait Dikla, parce qu'on parle de la bande de Gaza et de Gush Katif qui a été démantelée il y a une vingtaine d'années, mais on oublie qu'il y avait encore avant à Yamit, on avait déjà des villages dans le Sinaï, Yamit, etc. Il y avait un village autour de Yamit à côté de Yamit qui s'appelait Dikla, et Dikla, qui porte le nom d'Ekel, c'est en souvenir de l'arbre de Absalom Feinberg dans le Negev. Les Anglais, dans les forces anglaises, il y a des soldats juifs. Donc, il y a dans la bande de Gaza 2 cimetières militaires anglais. Un, le cimetière qui est à Gaza, l'autre cimetière est à Dir el-Balah. Et vous voyez à gauche une tombe d'un soldat juif à Gaza, Rittenbaum, avec le Magen David, Tenatseva, qui prouve qu'il y avait un soldat juif qui est tombé là-bas. Donc, je dis, il n'y a plus de communauté juive à Gaza depuis 1915 quand les Turcs ont chassé les Juifs, mais il y a des Juifs qui reviennent, malheureusement pas pour y vivre, mais pour y être enterrés. À droite, c'est une tombe du cimetière de Dir el-Balah, une grande différence. Gaza, c'est les soldats tombés dans la bataille de Gaza. Dir el-Balah, c'est les soldats tombés après, en garnison dans la bande de Gaza. Et vous voyez à droite une tombe où il n'y a rien marqué Private Hazan, Royal Fusilier, il n'y a pas marqué exactement qui il était, non, de quoi il s'agit, mais Khazan, c'est quand même un nom juif. Normalement, chez les Anglais, il devrait y avoir ici un Magen David qui montre que c'était un juif. Donc, Haggai Uberman, je me sers de son livre sur la bande de Gaza,
a fait une enquête, il arrive au cimetière de Gaza, là-bas il y a le gardien du cimetière qui montre le registre. Dans le registre, il est marqué Khazan, soldat de seconde classe, matricule 4818, 40e régiment de fusiliers royaux, tombé le 10 juin 1919 à 36 ans, le fils de Makhlouf et Simcha Khazan, qui habitait la vieille ville de Jérusalem, né au Maroc. Donc il s'agit effectivement d'un juif né au Maroc qui habite Jérusalem. Le 40e régiment de fusiliers royaux, c'est un régiment qui a été composé à la fin de la Première Guerre mondiale de juifs qui sont volontaires d'Eretz Israël. Je rappelle que Jabotinsky, Trumpeldor ont créé les bataillons juifs, le premier bataillon de juifs anglais qui sont battus dans l'armée anglaise en Eretz Israël. Le deuxième bataillon a été formé aux États-Unis. Et le troisième, à la fin de la guerre, déjà quand les Anglais ont déjà conquis une partie d'Eretz Israël, arrive un troisième bataillon. Et donc ce soldat est mort, comme vous voyez, en 1919. C'est déjà après la guerre. Il est en garnison dans la région de Gaza et là-bas, il meurt apparemment de maladie. Et ce qui est très intéressant, c'est que les démobilisés de ces bataillons juifs vont vouloir créer des villages en Israël. Une fois qu'ils quittent l'armée, de la même façon qu'après la guerre d'indépendance, on aura des villages créés par des démobilisés du Palmar, comme Palmar Tsuba. Beaucoup de kibbutzim s'appellent, ils ont un nom, kibbutz Tsuba près de Jérusalem, mais son nom officiel c'est Palmar Tsuba, parce que c'est des gens du Palmar qui ont créé le village de Tsuba. Et déjà, donc, ils ont voulu créer des villages agricoles. Ils en construiront un près de Natania. Bon, à l'époque, il n'y a pas encore Natania. Il s'appelle Avichaï. Pardon. Il y a déjà Natania. Avichaï a été construit par des démobilisés des Gdoudim Ivrim, c'est un village qui a été créé juste après la Première Guerre mondiale au Tel Arad, mais là-bas, près de Arad, les conditions étaient trop compliquées. Finalement, ils se sont déplacés en 1932. Il y avait un groupe qui a voulu faire un village juif à Gaza. Donc, refaire la communauté juive à Gaza, c'est d'abord une volonté de ces juifs qui se sont battus dans la région, qui veulent construire un village. Malheureusement, il n'y aura pas de suite. Par contre, la communauté juive de Gaza va se reconstruire. Et la famille Margolin, qui vient de Beersheba, va reconstruire un moulin à blé à Gaza. Il y aura une petite communauté qui va se reconstituer à Gaza après la Première Guerre mondiale, mais elle sera petite et pas bien organisée. Il y aura beaucoup de problèmes dans la communauté. Ce ne sera pas la communauté soudée comme il y a eu avant la Première Guerre mondiale. Ce qui nous amène au pogrom de 1929. En 1929, les pogroms qui commencent à Jérusalem s'étendent à Hebron. Et dans la nuit, les Arabes de Hebron appellent leurs copains de Gaza, leur disent « On a déjà massacré tous nos Juifs, pourquoi vous ne faites rien ?» Pour la grande chance des Juifs de Gaza, il y a un Arabe qui annonce, qui a mis un des chefs de la communauté qui lui dit « Faites gaffe, vous allez être attaqués. » Ils se mettent tous dans un hôtel qui appartenait à un Juif. Et là-bas, la police anglaise va monter la garde. Et bien que Haj Amin al-Husseini encourage les Arabes à venir massacrer les Juifs de Gaza, finalement, la police anglaise va réussir à contenir la foule et finalement va décider à la fin du Shabbat de faire monter tous les Juifs de Gaza dans un train et de les déporter sur Jérusalem. Et c'est comme ça que cette communauté finit et elle ne reverra le jour qu'en 1967, enfin, après la guerre des 6 jours, quand on recommence à reconstruire. Et donc, bon, ça, c'est les Juifs qui quittent Jérusalem, parce que j'ai pas de photo des Juifs qui quittent Gaza. Ça a été fait la nuit dans un train, il n'y a pas de photo. Par contre, ce que j'ai mis à droite, c'est une photo d'une lettre écrite par les Juifs expulsés de Gaza, qui est une lettre qui a été écrite l'Irvod Anala Atzionit, pour l'intention de mouvement sioniste. Nous voulons rappeler qu'il y a un Arabe à Chavi qui nous a énormément aidé à Kol et que le Yom Shishi, donc le 13 septembre 1929, c'est 2 semaines après le pogrom, Alpi Bakashat Aplitim, Sidarnu Escort Miyuchad, Louvé Anashim Achadim la Haza, chez Biker Procham, donc ils ont envoyé des gens vérifier le bilan des dégâts à Hebron. Ils vont voir que l'hôtel a été détruit, un magasin a été pillé, mais le reste des biens est encore entier. Et nous voulons rappeler aussi que Haj Maïd Sadi nous a aidés et qu'il faudra se rappeler de l'aide qu'il nous a apportée. Donc il y a aussi un Arabe qui a aidé à sauver
les Juifs de Hébron en 1929. Voilà, donc c'est le premier volet de 150 ans de sionisme. On voit que je me suis servi de 2 livres, 40 années d'une présence juive à Gaza, ça parle de 1880 à 1929, et un livre plus général qui est la Yehudit Be'aza, qui lui traverse l'histoire depuis le Tanakh jusqu'à aujourd'hui. Et la suite n'est pas encore au Gush Katif, la suite va encore être dans notre histoire sioniste. On va le voir d'un village construit à côté de Gaza en 1946, qui a une histoire incroyable pendant la guerre d'indépendance. Une Herzut Nahal, un village agricole du Nahal, construit en 1956 à Gaza, et bien sûr après le Gush Katif. Donc il y a encore beaucoup de présence, mais je vous invite à la prochaine conférence. Vous allez entendre ce qu'ont dit les chefs du mouvement sioniste de David Ben-Gurion, Zalman Shazar et Golda Meir de Gaza. On est très très loin de ce que nous disent nos politiciens d'aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre pour la prochaine conférence. Je voudrais juste terminer avec les derniers temps. J'avais terminé les conférences par la tfila, le Shlom Chaylet Tzahal. Elle est à droite, en haut à droite. C'est la tfila pour la réussite des soldats de Tzahal, mais j'ai choisi de mettre autre chose. Comme vous savez qu'on parle maintenant dans les nouvelles d'un accord de cessez-le-feu pour libérer les otages, avec beaucoup de controverses. Est-ce que c'est un accord qu'on fait parce qu'il est bon pour Israël, ou est-ce qu'on le fait parce qu'on cède à des pressions américaines et européennes, parce que Biden veut montrer qu'il a libéré des otages de nationalité américaine, etc. Alors, je voudrais finir avec, pas la tefila pour les chayalim, mais une autre tefila qu'on dit le vendredi, le Shabbat à la tefila Avinu Malkeinu, la tefila pour l'État d'Israël, dans laquelle il y a une phrase où on demande à Dieu de guider nos dirigeants afin qu'ils prennent les décisions bonnes à l'État d'Israël et à son peuple. C'est ça qu'on va écouter ensemble. Je voudrais terminer avec ces paroles. Avinu Malkeinu, L'Orcha Vamitecha, envoie ta lumière et ta vérité, le Rachea, Sarea, Vioatsea, au chef de l'État, à ses ministres et aux conseillers, Betakenem, Betzatova Milefanecha, et donne-leur les bonnes idées à réaliser pour le bien de l'État d'Israël. Voilà. Michel. Pardon, je vais couper. Ok. Donc, si des questions veulent être posées, je m'excuse d'avoir un petit peu été plus long que ce que je vais faire un peu plus court, je vais plus long que ce que j'ai pensé. Veuillez m'en excuser. Voilà, ceux qui veulent ouvrir des micros, c'est possible. Ok, ben, s'il n'y a pas de questions, alors vous écrirez à Midrashat Yehuda si vous voulez pas la suite, alors on fera autre chose, mais je pense que la suite est... Oui. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup intéressé, la suite encore plus.
Il y aura une suite, il y aura une suite. Shabbat Ok. shalom. Alors, en espérant de bonnes choses et Hatzlacha à l'Am Israël. Amen. Shalom, shalom.